Les marchés semblent d'un calme presque déconcertant. Géopolitique sous haute tension, Donald Trump omniprésent, Europe en perte de repères, et pourtant les indices tiennent, voire même progressent. Alors, illusion de sérénité ou simple habituation au chaos. Pour ce deuxième épisode de 2026, le regard décalé reçoit Éric Joly, chef économiste chez ABN AMRO, pour décrypter cette étrange dissociation des marchés avec le réel. États-Unis, dollars, pétrole, Chine, Europe, taxation de l'épargne, avenir des actions européennes, rien n'est éludé. Un échange sans langue de bois entre macroéconomie, géopolitique et conviction qui pose une question centrale. Jusqu'à quand ce fragile équilibre peut-il tenir? Bonjour Eric Levy. Bonjour, Gaël. Je suis vraiment contente de t'avoir, dans ce podcast. On a déjà eu l'occasion de discuter tellement de fois en off de comment tournait le monde, comment ça allait. Tout à fait. J'avais envie de te poser la question quand même, on est mi-janvier là. Hein, hein. On a quand même eu, une année 2025, en tout cas pour les marchés au niveau économique assez, compliquée. On a l'impression ici que cette année débute avec une espèce de sérénité maximum des marchés malgré un contexte géopolitique assez instable. Comment est-ce qu'on explique, je peux même plus appeler ça de la résilience en fait, des marchés. Et à partir d'un certain moment, je pense que les marchés s'y habituent, hein. Donc on a eu, le même effet avec un certain retard dans le courant de 2025. Il y a énormément de choses qui se sont passées et je pense que, enfin, les marchés sont presque et surtout les marchés anglo-saxons, sont quasiment habitués maintenant à ce qu'il se passe, plein de choses. Maintenant, dernier exemple, monsieur Powell, hein, qui quand même, décidé de publier, un article et là aussi, j'avais quelqu'un de tes collègues en ligne qui me disait: «Ouais Eric, c'est maintenant sell America». Je dis: «Non», il y avait aucune réaction sur le marché. On voyait, que le dollar gagnait même, on était à 1,16,2 contre 1,1680, la veille. OK, le taux à 10 ans montait un tout petit peu, mais il y avait pas de correction, boursière et donc voilà, les marchés sont habitués, certainement les marchés aux États-Unis. Alors deuxièmement, je pense qu'il, convient de regarder les fondamentaux de cette économie, américaine, quoi qu'on en dise, hein. L'air de rien, on parle de marché ultra susceptible à un marché, bah, tu dis habitué, mais allez, on est quasiment dans un marché, c'est du blasé là. Ça veut dire que, je sais pas, dans la psychologie, on appellerait ça une espèce de dissociation. Il fait plus attention à rien, ça ne l'émeut plus et Mais on fait attention surtout aux fondamentaux, macroéconomiques pour l'instant. Donc, tout ce qui est géopolitique, tu sais, ça fait maintenant plusieurs mois que Donald Trump essaye de faire en sorte que madame, Cook ne fasse plus partie de la fête. Bon, on le sait, c'est son but. On sait très bien que d'ici quelques mois, il va remplacer quelqu'un, à la tête de la fête qui, vraisemblablement fera ce que monsieur Trump demandera. Et qu'est-ce qu'il demande, ce monsieur Trump? Beh, justement, il veut que les taux soient revus à la baisse. Hein, donc à court terme et même dans cette, perspective-là, je pense que les marchés se disent: «OK, ça va». D'un autre côté, l'économie, elle est ce qu'elle est et aux États-Unis, elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le pouvait penser. Tout le monde ou quasi tout le monde, moi y compris, on avait pensé qu'avec, l'introduction de ces, droits de douane, que l'inflation allait remonter de façon spectaculaire. Ah bon, OK, l'inflation pour l'instant tourne aux alentours aux États-Unis de 2,60, 2,70, mais bon, ça reste tout à fait dans les normes et pourquoi est-ce que ça se fait? Beh, parce que dans l'inflation, beh, il n'y a pas que, les produits, il y a les services, mais aussi le pétrole et donc c'est la raison pour laquelle et là on arrive à la situation au Venezuela, à terme Monsieur Trump veut que le pétrole reste bas et donc quand on met tout ça ensemble, une économie qui, connaît une croissance qui est quand même 3 fois supérieure par rapport à celle que l'on connaîtra dans la zone euro et des résultats de sociétés qui sont tout à fait au rendez-vous, hein, faut quand même le dire. On va revenir aux États-Unis un peu plus en détail dans un instant. Je voudrais quand même juste, m'arrêter sur une info qui est quand même une bonne nouvelle finalement. C'est les chiffres de la BNB qui ont été, publiés, jeudi cette semaine et qui annoncent, un patrimoine des ménages belges record, 1 309 milliards d'euros, fin du troisième trimestre 2025 et ce grâce, finalement aux effets positifs des valorisations. Ça veut dire que le belge est de plus en plus sur les marchés?
Oui, peut-être une petite, remarque à ce sujet-là, c'est surtout les gens les plus fortunés qui ont su profiter de cette hausse, hein, pendant le 3 trimestre. Mais bon, je dirais que monsieur et madame tout le monde, qui, fait de l'épargne pension, beh, à travers des fonds, ils ou elles investissent également en bourse. Et alors, je trouve déplorable quand je vois tout ce qui se passe maintenant autour de cette nouvelle taxe qu'on veut introduire. Je pense que le gouvernement devrait tout faire. On sait très bien qu'à moyen terme, les pensions, ben, ce n'est plus payable et donc les jeunes gens qui commencent maintenant à investir, ils ont toute la vie devant eux. On le sait très bien, à très long terme, c'est quand même la bourse qui offre les meilleures perspectives et alors maintenant, avec cette nouvelle, législation, ben, on risque quand même de créer une sorte de ras-le-bol de la bourse en disant: «Ouais, mais ça devient trop compliqué», voilà et n'oublions pas, il y a déjà pas mal de taxes qui sont prélevées, hein, lorsqu'on achète ou on vend, un tracker et je trouve ça dommage parce que la croissance à moyen terme viendra de la bourse. Et donc ça, je pense que enfin, c'est quand même un manque à gagner. Faut pas, oublier que, du temps de la loi, Courmande-Clerc, à ce moment-là, la Belgique a connu une période, mais de croissance, mais gigantesque et justement là, on voulait également stimuler les Belges à investir en bourse avec des avantages fiscaux. Ils n'étaient pas pénalisés. Aujourd'hui, on voit tout à fait, le contraire et je pense que c'est vraiment une très mauvaise, chose pour l'État et aussi pour les jeunes qui, en principe, ont toute une vie devant eux. Alors pour préciser, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, parce que quand tu OK. parles de taxes, Mmh. il y en a tellement, hein, finalement, des Tout à nouvelles fait, taxes que c'est bien de la taxe sur les plus-values, tout hein, à fait. dont tu parles. En même temps, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Cette taxe, pour l'instant, elle a été décidée, mais on n'a rien du tout. Ce qui est compliqué aussi, et ça, je comprends effectivement que ça peut créer une incertitude pour les investisseurs. Et puis, c'est vrai, il faut rappeler que investir en bourse, c'est finalement financer des sociétés, des entreprises, et donc toute une économie qui va au-delà simplement de marché financier. Tout à fait, il ne faut pas oublier que cette opération pour mettre en application, cette nouvelle taxe, mais c'est d'un compliqué pas possible. Donc ça coûte quand même aux banques entre 60 et 80 millions d'euros. Alors je ne parle pas du risque de commettre des erreurs, éventuellement si vous avez envie de récupérer une partie de la plus-value, hein. Je ne parle pas encore des risques de commettre des erreurs dans votre IPP. Donc c'est tellement compliqué et moi franchement, je trouve ça très, très, très dommage. Après, voilà, on pourrait peut-être suggérer aussi que cette taxe sur les plus-values ne concerne pas les actions belges, par exemple, Par exemple, oui, ce pour serait une bonne idée. vouloir, développer l'économie. Voilà, si un politicien nous écoute, on suggère peut-être une petite adaptation, Pourquoi pas? en attendant, ben, voilà, on a des marchés qui sont en ce moment, comme je le disais, blasés, voire en dissociation complète de ce qui se passe, autour d'eux. On peut quand même pas nier, tu l'as déjà un peu évoqué, que la situation est de plus en plus, complexe au niveau, géopolitique et surtout, des frasques, si je peux les appeler comme ça, de Donald Trump. Moi, j'ai l'impression que ça part, enfin, à n'importe quoi maintenant, hein. Mmh. Quand je vois qu'il va au Venezuela, enlever le président pour le mettre en prison et que Vladimir Poutine condamne ce comportement, et je me dis: «On va où là?» Ça risque de péter quand même à un moment, non? C'est-à-dire que le droit international, il est plus respecté là. Ça, c'est l'évidence même, mais je pense qu'on se trouve, dans une nouvelle ère, hein, donc surtout l'Europe devra faire très attention, hein. On le voit très bien, on ne parle plus de globalisation. Pour l'instant, on assiste à une déglobalisation et les grandes économies, que ce soit l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, bah, ils essaient tous d'avoir, le contrôle sur les matières premières, devenir moins dépendants de parties externes en matière d'énergie. Donc on vit vraiment dans une nouvelle ère. Est-ce que, comme tu le dis, est-ce que ça risque de péter? Je n'en suis pas convaincu, enfin peut-être, pas dans l'immédiat sur les marchés financiers en tout cas parce que et si tu me permets, je reviens une seconde à cette situation macroéconomique aux États-Unis. Ouais. Hem, on le sait, hein, pour l'instant, cette économie se trouve dans ce qu'on appelle une économie, selon la lettre K, hein, donc tu as une jambe qui monte, donc ça, c'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont investi en bourse parce que, OK, pour nous, en tant que Belges, en tant qu'Européens, 2025, si vous aviez, investi en bourse américaine, bon, tu aurais eu, 3-4 à cause, de l'effet dollar. Pour les Américains, ça n'existe pas, donc ils sont contents. Les gens qui ont de l'argent étaient contents. Ils ont vu, que le prix de l'immobilier augmentait
Et ça a des répercussions parce que, on le sait, plus ou moins 50% de la consommation privée aux États-Unis peut être attribuée à ces 10% de personnes les plus riches. Donc, à terme, ça risque quand même de devenir dangereux. Autre aspect où on voit donc cette l'écart, c'est notamment dans la création d'emplois. On voit très bien qu'il y a quand même une certaine pression sur la création d'emplois, également sur les investissements. Oui, on le sait, tout ce qui est, lié de près ou de loin à l'IA, ça marche du tonnerre, mais le reste, on voit quand même que des sociétés comme Pepsi Cola, McDonald's, bon, sont quand même un peu plus hésitants, tout d'abord à engager du monde et deuxièmement, investir dans de nouveaux magasins ou de nouvelles technologies s'il s'agit de sociétés un peu plus classiques. Donc, à terme, je pense qu'on a un problème. Le tout est de savoir D'accord. quand. Voilà. Alors après, on peut aussi se poser la question, c'est vrai que là, Trump, il est en train d'essayer de prendre la main, enfin de s'approprier, comme tu l'as dit, hein, toute énergie parce que c'est vraiment autour de ça, que ce soit, le Groenland avec les terres rares, que ce soit le Venezuela. On a tous Ouais, compris que le pétrole n'était pas complètement innocent dans tout cette à fait. tentative. Maintenant, est-ce que justement ce pétrole que Trump veut récupérer du Venezuela pour essayer finalement de priver la Chine de ce pétrole, est-ce qu'on risquerait pas d'avoir un nouveau choc pétrolier? Et ça, on le sait, l'impact économique risque d'être gigantesque. Quand tu parles, choc pétrolier, moi je dirais choc pétrolier à la baisse, non Ouais. pas à la hausse. C'est bien ça ce que tu veux Ouais, dire? ouais, après ça Ah, pourrait être dans les 2 sens, hein, finalement. non, je ne pense pas que le pétrole risque de monter parce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi, un de ses dadas, hein, donc il veut avoir un pétrole qui est bas, justement parce que ça diminue quand même l'inflation aux États-Unis, là où, hein, pour certains produits, il y a quand même une hausse de l'inflation. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à partir d'un certain niveau, si le WTI est en dessous de la barre de 65-70 $ le baril, beh, ça devient très, très intéressant pour commencer à exploiter le gaz de schiste aussi. Et donc, à terme, bon, il veut pénaliser les Chinois, mais à court terme, il pénalisait également Vladimir Poutine, pardon. Parce que bon, lui, une grande partie de ses revenus proviennent de l'Oural, hein, donc une variante du pétrole. Et on sait très bien, si le Brent, si le WTI sont plus bas, ben, l'Oural se traite à des niveaux inférieurs également. Et c'est mauvais pour Poutine. Donc voilà. Après combien de temps? Parce que c'est vrai que pas plus tard qu'hier, je regardais une analyse, justement de la liaison, Trump, Poutine et il y a 1 mois et demi, un peu plus, Poutine, c'était un pauvre gars qui s'était fait attaquer par l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, c'était vraiment le mec était malade et jouait pour la troisième guerre mondiale et là, le type vient de retourner complètement son discours comme si de rien n'était. Du coup, est-ce qu'on n'est pas à l'abri qu'il refasse la même chose dans l'autre sens? On ne peut pas l'exclure. Je pense qu'il y a une stratégie derrière tous les propos qui sont lancés par Donald Trump, hein. Je pense que chaque jour, qu'il lance au moins 10 nouvelles idées, des suggestions, prix de la paix, tchic-tchac. Et maintenant, ce que je vais dire, ça peut peut-être vexer certaines personnes, mais je le dis quand même, puisqu'on est entre nous, cher Gaël. Je pense quelque part qu'il sait très bien où il veut aller. Il veut induire, à mon avis, hein, ses opposants en erreur, en disant: «Voilà, aujourd'hui, je veux la Colombie, demain ce sera le Venezuela». Mais est-ce qu'il va vraiment attaquer la Colombie? Je n'en sais rien. Il a effectivement parlé, hein, d'une attaque contre l'Iran, mais entre-temps, on sait que, les Saoudiens n'aimeraient quand même pas trop, que ce régime disparaisse parce que bon, ça pourrait donner des idées, chez eux aussi. Donc c'est un truc qui est complexe, mais pour moi, à mes yeux, il a quelques grandes idées en tête. Tout d'abord, un dollar faible, ben, on y est, hein, donc bon nombre d'analystes estiment que le dollar pourrait encore baisser à un niveau de 1,25. C'est aussi la vision de notre banque, ABN AMRO. Mais personnellement, le dollar, pour moi, pourrait peut-être se relever, être la bonne surprise de 2026. Non pas qu'on va retourner au pair, mais on voit que pour l'instant, il y a quand même une tendance qui est plutôt orientée à la hausse. Pourquoi? On le sait, la Fed va baisser ses taux directeurs à plusieurs reprises. C'est ce que le marché pense. Aujourd'hui, on sait que la BCE ne le fera pas. Mais quand je vois la problématique à laquelle on est confronté en Europe, hein, avec l'arrivée de nos amis chinois, que ce soit dans le secteur de l'automobile, le secteur de l'acier, enfin partout. Et quand je vois que pour l'instant, oui, il y a beaucoup de bonnes idées, notamment en Allemagne, hein, on va investir, mais c'est parfait. Néanmoins, on voit que selon les différents indicateurs,
la confiance des entrepreneurs n'y a pas et on constate au contraire que là aussi, le taux de chômage augmente, mois après mois, légèrement, mais donc il y a certes on ne crée pas, de nouveaux emplois et par conséquent, moi je n'exclurais pas, à titre personnel, de voir abaisser, abaisser ces taux, directeurs et donc, heu, comparativement, le dollar deviendrait un tout petit peu plus intéressant. Donc je pense que le dollar pourrait bel et bien être une bonne nouvelle cette année, en tout cas pour nous. Trump fera en sorte qu'on ne va pas atteindre le pair. D'autre part, il veut, que les marchés montent, hein. N'oublions pas, c'est quand même le 250e anniversaire des États-Unis, si je m'abuse. Donc, le Groenland, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce n'est pas en envoyant un bus militaire, hein, il y a apparemment un Hollandais, 15 Allemands, il n'y a pas de Belges, qu'on va arrêter l'armée américaine. Ah, Soyons c'est clairs. l'ambition, hein. Pourtant, ils disent que Oui, l'objectif est de oui, montrer qu'on peut se défendre tout seul avec, notre ouais, OK. petit, Je suis permets-moi d'être un peu sceptique à ce sujet-là. Donc, à mon avis, si Trump veut le Groenland, il l'aura d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il va l'acheter, on ne sait pas s'il propose il y a combien d'habitants? 56 000, Oui, je crois? ils sont pas tellement, Bon, ouais. voilà, on Ouais, donne, certains parlent d'un bail à long terme, où il louerait oui, ou finalement, ou il offre 1 million de dollars à chaque, habitant et voilà, c'est même pas encore trop cher, à mes yeux, donc voilà. ouais, enfin, l'air de rien, on a maintenant, 2 chefs d'État qui s'approprient ou qui cherchent à s'approprier des territoires qui sont pas les leurs et pourtant au milieu de tout ça et ce viol total du droit international, Oui. bah, j'ai quand même lu, ce matin que Corina Machado avait remis son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Tu penses quoi de ça? Tu l'aurais fait toi? Beh, tout d'abord, malheureusement, je n'ai pas reçu le prix, hein. Deuxièmement, je pense qu'il convient quand même de respecter, la tradition, mais de notre côté, on vit maintenant dans une autre période, une période où les économies puissantes, les pays, qui disposent d'une armée forte, c'est eux qui dirigeront le monde. Quoi qu'on en dise, même si on peut déplorer ça d'un point de vue européen, je pense qu'on devra faire très attention, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre les États au sein de l'OTAN, entre les États-Unis et l'Europe, hein, parce que si on est seul, je ne suis pas sûr qu'on serait à même de nous défendre, hein, même après tout ce qui est dit, par la politique. Moi, je n'y crois pas trop, hein. Après, on peut peut-être toujours compter sur Donald Trump qui a un objectif a priori, c'est d'asphyxier cette Chine en lui piquant son pétrole, en lui Oui. piquant sa terre rare et donc en faisant s'effondrer son économie. Une fois que la Chine n'aura plus de puissance, bah, l'Europe pourrait reprendre des couleurs un peu peut-être, non? Écoute, regarde ce qui se passe avec, le secteur de l'automobile, pour donner un exemple, hein. Tu sais que la Chine est capable de produire 55 millions de nouvelles voitures par an, hein, donc 25 millions en principe sont vendus en Chine, hein. Mais ce qui veut donc dire qu'il y a 30 millions de nouvelles voitures qui doivent être écoulées sur un marché. Ce ne sera pas aux États-Unis. Donc, il y a un stock gigantesque qui va venir, sur la place européenne. Comment est-ce qu'on va, pouvoir, y remédier? Moi, je n'en ai aucune idée parce que tu l'as peut-être, lu et vu, sur le salon de l'auto, il y a quand même, 24 ou 25 de marques chinoises. Donc en Chine, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a, 130 marques différentes. Donc il y a une consolidation, il y a une concurrence qui est féroce et donc qu'est-ce qu'ils font? Beh, ils balancent ça sur notre marché, d'une part et maintenant, OK, on va peut-être nous aussi instaurer des droits de douane, mais c'est trop tard. Le fait que la commission, hein, on voulait, réduire à 100 les émissions CO2 d'ici 2035. Ils sont revenus en arrière. On est à 90 à condition que le secteur de l'automobile utilise, de l'acier vert. Mais bon, les Allemands ne sont pas contents parce qu'ils se disent: «Oui, mais réduction à 90 ce n'est pas suffisant pour, sauvegarder notre, secteur» et les enfin des constructeurs comme Volvo ne sont pas contents non plus puisque ces gens-là disent: «Oui, mais nous, on a tout investi dans l'électrification», quelque chose que les Allemands n'ont pas fait. Donc tu vois, ça coince de tous côtés. Et ça, c'est un reproche qu'on fait quand même beaucoup à l'Europe, c'est qu'elle régule avant d'avoir Tout réfléchi. à Enfin, si fait. je peux dire ça comme ça, puisque Oui. c'est vrai que moi, je me souviens avoir lu à l'époque, je ne sais plus, je crois que c'était à la FEBIAC, ils s'étonnaient que l'Europe, dans sa démarche, n'avait fait aucune analyse, aucun audit d'un impact de suppression du thermique en 2035. On ne savait même pas comment ils avaient sorti la date. Et donc aujourd'hui, faire marche arrière, effectivement, c'est une catastrophe quand même, hein. Tout à fait, tout à fait, mais entre-temps, on voit déjà l'impact, hein, donc il y a une,
une société ou une filiale d'ArcelorMittal qui est située à Gand, une filiale qui produit des éléments présoudés, hein. Elle ferme ses portes parce qu'il n'y a pas assez de demande, hein. Elle travaille entre autres pour eux, mais également pour d'autres constructeurs. Il n'y a pas assez de demande. Autre exemple typique où là, en tant que Belge, on n'est pas confronté en direct, Guido Dumaret, beh, il va fermer une usine à Strasbourg. Idem, hein, donc pour des pièces, qui seront utilisées dans certaines voitures. Donc ça a un impact, direct sur notre économie et voilà, on parle beaucoup trop en Europe. Il y a pas assez d'action et voilà, tout le monde, pense, devoir se mêler de tout et de rien. Alors une fois c'est Macron, une fois c'est Meloni, puis ils vont ensemble. Allez, puis il y a le UK qui ne fait plus partie de l'Europe et qui est là tout le temps. Donc voilà, ça devient une cacophonie et donc je pense que les marchés européens, pour en revenir un instant là-dessus, je pense que les marchés européens, ils ont bien rattrapé le retard qu'ils avaient en partie, sur le marché US, hein, des actions. Mais je ne pense pas qu'en 2026, que ce sont, les actions européennes qui vont tirer, le marché vers le haut. Ça deviendra ou ça devra venir, des États-Unis. Une dernière question avant Oui. de clôturer ce podcast. Je voudrais quand même savoir parce que l'air de rien, chaque fois qu'on se voit, tu es toujours souriant, tu Ah es oui? toujours positif, tu as toujours le or, je me dis quand même dans le métier que tu fais aujourd'hui, vu tout ce qui est en train de se passer, quel est ton secret? Comment fais-tu pour rester optimiste? Mais comment faire? De temps en temps, faire un peu de vélo, faire un petit resto à l'aise et voilà, ne pas être connecté tout le temps parce que là, on devient dingue. Ne pas rester connecté, c'est un excellent conseil. Merci beaucoup Eric en tout cas pour, ce regard décalé. J'étais ravie de partager cet épisode avec toi. Merci à toi, cher Yael.